Ça, c'est ma personnalité, c'est ce qui m'a permis d'être Alpha ou Boubacar, mais je suis là devant vous avec ce parcours et je vais toujours continuer à être cette personne. Et c'est avec ça que j'ai survécu jusqu'à un endroit où tout a basculé. J'ai été tiré dessus en fait par balle. Là-bas encore, c'était des marchés des jours et nuits dans le désert. Et c'est là que j'ai commencé à voir les morts. Il y a des personnes qui sont mortes, ça fait des années, on ne voit que leur crâne, les os, et d'autres même, ça fait même pas quelques jours, ils ne sont même pas transformés en fait. Il y a leur corps qui est là. Tu peux même reconnaître cette personne si tu la connaissais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment tu vois toi la Méditerranée justement? Pour moi, la Méditerranée, c'est comme une cimetière. C'est là que j'ai perdu mon oncle. Ce qui était difficile, c'était encore plus sombre parce qu'une montagne est dure, c'est vrai. Mais est-ce qu'on peut dire, ouais, la montagne, la seule chose qui peut l'écraser, c'est l'eau. T'as réalisé tout ce que t'avais entre guillemets perdu sur le trajet. Est-ce que t'étais plutôt joyeux d'être enfin arrivé ou pas? À quel moment tu t'es dit tiens je vais prendre un papier, un crayon et je vais commencer à dessiner, je vais commencer à peindre? À quel moment t'as eu cette envie? Moi, j'arrivais même pas à sortir de ma chambre ou aller à l'école ou être avec des amis. J'étais toute seule, toujours dans la solitude. C'est vrai, j'ai rencontré des personnes qui m'ont aidé à se développer mentalement, psychologiquement, mais d'une partie, je me suis aidé à savoir la réalité de ce que j'avais en moi. La lumière, c'est pas moi, c'est ces personnes que j'ai perdues qui vont toujours rester dans ma vie. Bonjour! Oui, bonjour. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui d'être, avec, Boubacar, de son nom d'artiste Alpha. Alors, tu as seulement 16 ans, tu as déjà déposé, ta marque de vêtements. Tu vas aussi, exposer à la maison, de l'étudiant et de Ouais, l'information jeunesse, en centre-ville de Toulon. oui, Alors, derrière autant de rage de réussir, de vaincre, et de créer de grandes choses, il y a aussi un parcours un peu cabossé qui a été un peu compliqué ouais. et aujourd'hui, tu vas nous parler de tout ça, du coup. D'accord, avec plaisir. Alors, jusqu'à l'âge de 9 ans, à peu près, tu étais en Guinée avec ta famille. Est-ce que tu dirais que tu as vécu une enfance, normale? Je peux dire oui, mais c'est quelque chose qui fait partie, au fait, de moi, que je ne dois pas rejeter, même si c'était difficile. Du coup, c'est une partie de moi qui va toujours exister. Donc, même si ça n'a pas été facile, je l'accepte. Mais ça n'a pas été facile quand même. Parce que dès mon très jeune âge, j'ai perdu mon père et je me suis affronté, au fait, à la réalité d'un autre monde qui pas tous les autres jeunes ou enfants qui souhaiteraient avoir, en fait. Du coup, moi, je vivais la réalité et je l'ai affrontée. Du coup, d'avoir l'absence de son père, et c'est une manque qui est arrachée, en fait, des arbres brutalement que personne ne peut remplacer. C'est vrai, la maman, elle va toujours rester là et elle va te conforter et être la meilleure personne pour toi, mais tu auras toujours cette manque que personne d'autre ne peut remplacer. Parce que chaque jeune, en fait, a besoin d'être en sécurité, d'être sécurisé par quelqu'un, en fait. Alors moi, dès mon très jeune âge, c'est ça, j'ai été arraché, en fait, dans ma vie. Donc j'ai affronté un monde que je devrais moi-même apprendre à faire tout, toute seule et apprendre pas seulement la responsabilité de ma propre vie, mais de la vie aussi de ma maman et ma petite sœur et mon petit frère. Donc c'était pas facile, mais c'était une obligation de l'affronter et de vivre avec ça. Du coup, tu te projetais pas vraiment dans l'avenir, tu vivais plutôt dans le moment présent, tu dirais? C'était un moment où on ne peut pas parler de l'avenir parce qu'il y a vivre et il y a survivre. Et nous, on était dans un monde où on devrait survivre. Parce que du jour au lendemain, il faut penser au fait à ce qui t'attend aussi demain. Mais pas pour un objectif que tu peux te dire ça, je vais faire ça demain et ça. C'est comment demain je vais remplir cette vente. C'était de survivre en fait. Donc, c'était un monde que tu devrais jongler et arriver à supporter et de s'en sortir du jour au lendemain. Pas de penser à un avenir ou de fixer des objectifs. Si tu pouvais, aujourd'hui nous montrer une photographie qui représenterait ton enfance du coup, tu choisirais, quel moment comme ça à nous partager?
Bah, je présenterai celle de ma mère qui est là derrière moi. Et cette personne, en fait, si je suis là aujourd'hui, c'est qu'elle représente tout. Parce que j'ai traversé des moments où j'étais, en fait, dans la solitude. Mais elle m'a fait comprendre que même dans la solitude, en fait, il y a de l'espoir. Et même si tu te fais abandonner par le monde, mais il faut pas te faire abandonner toi toute seule parce que c'est important que tu arrives à surmonter tes propres douleurs parce que c'est pas l'autre qui va les sentir à ta place. Donc ton chemin, tu le traces et tu continues à avancer avec ça. Que ça soit facile ou pas, ça, il y a personne qui va te le dire, tu le sens toi-même et tu continues quand même à avancer. Justement, quand on discutait tout à l'heure, tu me disais que tu regrettais pas cette enfance, compliquée que tu avais eue, parce que finalement, c'est elle qui t'a permis de tenir sur la suite. Ouais, j'ai aucun regret, sauf que je l'accepte et je suis content en fait d'avoir eu cette enfance. Même si ça n'a pas été facile en ce moment, que je me disais j'ai été abandonné, mais cet abandon en fait m'a permis d'être la personne à qui je suis ou je peux être demain. Parce que de souffrir, c'est facile, mais de le supporter, c'est encore plus difficile. Parce que c'est un moment que tu n'as personne en fait. Dans ta tête, c'est comme si tu étais 2 personnes. Il y a ton cerveau qui est là, qui a besoin que tu fasses ce qu'il veut et il y a toi en personne qui souffre et tu as envie de faire quelque chose que ça soit une aide personnelle ou pas, que ça soit avantageux ou pas, mais que quand même tu puisses s'en sortir, tu vois? Donc ça jonglait à ce moment que personne ne pourrait en fait, le comprendre ni te comprendre sauf, toi. Tu parles beaucoup de douleurs et de problèmes comme ça. Est-ce que tu peux nous expliquer justement ton parcours? Parce qu'il me semble qu'à l'âge de 9 ans, du coup, quand tu as perdu ton papa, tu t'es retrouvé plus ou moins à la rue avec une situation familiale complexe. Bah, ça, c'est quelque chose en fait, qu'on ne peut pas définir en fait. Ça, c'est ma personnalité, c'est ce qui m'a permis d'être Alpha ou Boubacar, comme vous souhaitez, mais je suis là devant vous avec cet parcours et je vais toujours continuer à être cette personne. Mais il y a des absences qu'on ne peut pas remplacer. Mais ces absences-là, ça peut nous permettre, en fait, avoir une autre vie d'une autre manière que pas tout le monde peut le voir. Moi, dès que j'ai perdu mon père, c'était une réalité que je vivais, même pas quelque chose de rêve, en fait, qu'on peut faire soit en dormant ou en voyant à la télé-réalité. Donc, tu le vivais. Moi, c'était ça. Du coup, avec ma maman, c'était vraiment pas facile. Du coup, c'était une femme, en fait, combattante qui m'a permis de supporter. Et cette dame, je peux même pas la remercier parce que même avec ces moments difficiles, elle était là. Elle avait cet espoir à me dire que ça, c'est comme ça va se passer. Du coup, je le supportais et même si j'arrivais pas, des fois, j'arrivais même en le voyant parce que je sentais son amour. Mais son amour, c'était pas avec les mots, ni de me prendre, de me donner des câlins, en fait. Mais je sentais cette présence d'amour qu'elle partageait. Et moi, j'étais là avec elle en partant dans les champs pour essayer de chercher de quoi se nourrir. Et avec ce sang, il y a tellement de difficultés à marcher des kilomètres et de ne pas oublier aussi le retour, ça serait avec un plateau sur la tête pour aller vendre au marché. Du coup, tu pars vendre au marché quelque chose qui t'apporte pas de gain, mais tu es obligé de le faire parce que même si c'est peu, mais ça vient avec fierté parce que tu l'as pas volé. Du coup, ça nous a aidé à s'en sortir, dans ces moments, mais c'est juste, on vivait dans un milieu où il y a des coutumes aussi qu'on doit respecter. Du coup, avec ces coutumes, c'était qu'elle devrait se remarier avec, un autre parce que c'est comme ça quand tu perds ton mari, forcément, il faut la remplacer aussi avec un proche de la famille ou quelqu'un d'autre, en fait, qui va venir, et les parents vont donner, tu vois? C'est comme ça marche. Du coup, avec elle,
je suis arrivé dans cette famille que moi, j'ai pas été accepté comme un fils de la famille. Donc ça, c'était aussi d'affronter ça et de vivre avec. Du coup, cette famille, moi, je mangeais pas ma propre faim, j'étais rejeté, on m'avait mis à côté, mais la seule chose que j'avais de plus précieux était toujours là. Donc, je voyais la force qu'elle avait pour m'aider à s'en sortir, mais c'est juste, elle aussi, c'était une exigence d'obéir tout ce qu'on la disait, en fait. Donc, c'était pas facile, mais elle pleurait dans le silence, tout en essayant de me protéger et de m'aider à s'en sortir encore de plus avec les mots. Et c'est avec ça j'ai survécu jusqu'à un endroit où tout a basculé en dormant dehors et de ne pas manger à ma propre faim, de m'exposer dans la rue et j'ai été tiré dessus en fait par balle. Parce qu'il y a eu une manifestation qui ce jour-là, tout a basculé. Je dormais dehors avec quelques-uns de mes amis, 4 personnes et moi le cinquième. Du coup, en ce moment, il y a eu tout un coup les bruits de coups de feu, des cris et tout. Du coup, en tant que jeune, tu entends ce genre de choses, tu sais pas où aller. Tu vas même affronter, en fait, l'endroit où ils sont plus dangereux, en fait, de tirer ou là où parce que tu entends des bruits, tu sais même pas d'où ça vient. Tu paniques. Voilà. Du coup, on affrontait cet même endroit et d'autres personnes de mes amis, ces 4 là, ils ont été tirés dessus. Ils n'ont pas pu survécu. Et moi, la balle, ça m'a touché au niveau de kiss et j'ai la cicatrice qui va toujours rester là et qui va toujours me rappeler, au fait, de ce qui s'est passé et me donner la force, au fait, d'avancer, tu vois? Donc avec ça, ils n'ont pas pu survécu et moi, je me suis retrouvé, aux urgences. J'ai resté là-bas des jours, sans que même ma maman sache. Mais comme c'était obligé qu'elle doit savoir, ils l'ont cherché jusqu'à ce qu'on l'ait a trouvée et elle est venue à l'hôpital me trouver couché. Je pourrais rien faire et c'était là, c'était un moment qui était compliqué. Mais la seule chose qu'elle m'a dit, bah, tout ce qui est dur est facile. C'est de savoir que la réalité de ce que tu affrontes, tu l'acceptes parce que tu es en vie, c'est que c'est facile. Et ceux qui n'ont pas accepté, au fait, cette réalité, ils ne sont pas là aujourd'hui. Et du coup, moi, j'ai accepté ça et comprendre, en fait, ce mot qu'elle m'a dit, c'était tellement profond qu'au début, je ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, j'arrive à comprendre ça. Parce que si c'est dur pour toi, c'est que tu arrives à savoir que ouais, je peux m'en sortir. En ce moment, j'avais compris ça, que c'était dur pour moi. Et pour les autres, c'était facile, mais ils sont plus en vie. Donc j'ai compris ce qu'elle me disait, c'était quelque chose de très fort. Et à un certain moment, avec ces médecins, m'ont donné des piqûres et tout. Du coup, ça a aggravé la situation et ils ont créé un autre trou au niveau de ma jambe. Ça a devenu maintenant 2 trous. Maintenant, avec ces 2 trous, ils n'arrivaient plus à guérir, mais d'aggraver la situation et ils ont déclaré à ma maman qu'il faut, amputer, ma jambe. Mais du coup, elle n'a pas accepté. Comme c'était une femme qui avait tellement confiance en elle de savoir que tout ce qui est arrivé, au fait, elle va le combattre, mais rien ne va l'empêcher. Du coup, elle a fait ce qu'elle a à faire, en fait. Et elle m'a soigné avec des médicaments traditionnels et a rencontré des personnes aussi qui ont plus d'expérience qu'elle et j'ai pu guérir. Ah, finalement, elle t'a sauvé la vie, Ouais, plusieurs fois finalement. ouais, Mentalement, physiquement, ouais, incroyable. Et du coup, après, toutes ces épreuves, ta maman a décidé que tu étais plus vraiment en sécurité là où tu étais ouais, et elle t'a mis en lien avec, son frère, donc ton ouais, oncle. Avec lui, tu as commencé un long périple du coup. ouais. Tu es passé par plusieurs pays avant d'arriver finalement, ici à Toulon. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, cette expérience? Bah, avec lui, au début, ce n'était pas facile parce que moi, je ne le connaissais pas. Mais
comme c'était une porte de sortie, de là où j'étais, il y avait plus de lumière, en fait, qui était sombre. Donc il fallait aller chercher cette lumière pour m'en sortir. Il fallait que j'accepte parce qu'avec les problèmes, que j'avais avec la famille et d'autres problèmes qui étaient, l'État, que c'est les militaires qui dirigent et si, il y a des personnes qui sont contre le pouvoir et font ce qu'ils ont à faire. Du coup, moi, ça m'est arrivé parce que j'étais exposé, dans la rue et avec ça, j'ai vu aussi mes amis, en fait, prendre un chemin qu'ils peuvent pas s'en sortir. Et moi, j'ai eu la patience de tous les conseils que, ma maman me disait. J'ai Même si c'est dans la rue, mais j'ai appliqué ces mêmes conseils. Du coup, de m'éloigner de tout ce qui va me rendre mauvais, parce que c'est mauvais, on le sait, mais on s'approche de ça pour se dire que, comme il y a cette difficulté, c'est la seule chose qui peut nous aider à surmonter ou à s'en sortir. Du coup, ils ont emprunté ce chemin. Moi, j'ai eu toujours cette courage et l'écoute d'avoir toujours, ce bruit qui me disait: «Patiente-toi, c'est pas ton moment», tu vois? Donc il y a eu cette différence entre moi et ces personnes-là. Du coup, elle, comme elle me donnait tout le temps ces genres de conseils, elle a essayé de prendre une autre forme, en fait, pour essayer de m'aider, en fait, sans se déplacer, tu vois? Une partie d'elle, parce que c'était un de ses frères. Donc lui, il avait aussi quitté, l'endroit où nous on vit parce qu'il y avait tellement de difficultés que, d'autres personnes n'arrivaient pas à les comprendre. Parce que lui, il avait des objectifs de prendre son propre chemin. Du coup, il m'a expliqué la situation, qu'il a parlé avec son frère. Du coup, lui, il doit venir me chercher pour que je quitte, ma ville et le village et tout. Du coup, j'ai dit: «OK». Au début, c'était OK, c'est facile. Du coup, j'ai accepté et il est venu me chercher un jour. Bah, c'était d'aller dans un endroit inconnu que moi je savais pas. Comme c'était la première fois même, je sortais, de la ville, Du du village, village, tout. Ouais, j'ai accepté, j'étais content pour voir aussi, autre chose, ouais, découvrir. mais il y avait déjà quelque chose aussi qui m'attendait encore pire, tu vois? C'était un long chemin. On peut dire ça, mais lorsque je suis arrivé avec lui, c'était un endroit qui était encore sombre, que lui, déjà, il supportait, mais c'était pas facile. Que moi aussi, je suis arrivé dans cet endroit que maintenant, il a double peine, en fait, de souffrir. Parce qu'il faut s'occuper de moi et de s'occuper de lui et de là où aussi, de là où il vivait aussi avec moi. Du coup, cet endroit, il y avait tellement de monde, au début, moi, je comprenais rien. Arrivé pendant la journée, j'étais toute seule, mais quand je dors la nuit, je me retrouve avec des quinzaines de personnes dans la chambre et j'arrivais même pas à faire des mouvements et je me demandais, en fait, là où je dormais dehors, c'est vrai, c'était dangereux, mais j'étais toute seule. Tu plus à l'aise, Voilà, j'étais finalement. plus à l'aise que, d'être dans un endroit où tu peux même pas te remuer sans piétiner quelqu'un ou d'autres même, sont là, ils ne dorment pas, ils crient et tout. Du coup, il y avait quand même la cohésion entre eux. Chacun se disait, ce qu'il pense de l'autre et à un certain moment, comme personne n'arrivait à supporter ça et moi je suis devenu, en fait, une autre personne avec tout ce que j'ai enduré de là où je suis venu. Du coup, arrivé là-bas, ils ont eu cette discussion. Après, on parlait d'ethnie et tout. Du coup, il a décidé de sortir avec moi parce que ça marchait pas bien. Du coup, en sortant avec moi, il avait déjà un boulot déjà pour aller creuser les mines et tout ça. Du coup, il y a eu, des inondations dans cet endroit que la terre est tombée sur ses amis et tout. D'autres ont perdu leur vie. Lui, ce jour-là, il était la personne qui allait faire monter, ce sable. Du coup, il a eu cette chance de survécu, mais après, il ne pouvait plus supporter. Il a pris, une autre routine et prendre le chemin avec moi.
et on ne savait pas d'où on partait, mais on savait d'où l'on vient. Et c'était difficile derrière, mais encore le présent était encore le pire parce que quand tu te dis tu vas aller dans un endroit où tu sais pas ce qui t'attend et déjà là où tu es, c'est compliqué, donc c'est difficile. Et moi, j'étais là avec des centaines de questions de lui poser pour qu'il me réponde, mais nous, les aînés sont toujours les aînés. Tu es obligé de lui respecter. Si s'il te dit, au fait, de rester tranquille sans poser de questions, tu es obligé de l'obéir. Et moi, j'étais là, OK, tout ce qu'on disait, je ne savais pas, mais je suivais quand même. Et en ce moment, arrivé au Mali, c'était compliqué parce qu'on dormait aussi dehors, la même chose, tu vois. Donc, à un certain moment, il fallait quitter aussi le Mali. Mais de l'autre côté du Mali, il y avait déjà la guerre, en fait, c'est une partie, en fait, qui est du vers le désert, qu'il y a des personnes qui veulent contrôler le pays, cette partie. Et du coup, ils venaient ravager tout un village, tuer tout le monde. Et du coup, c'était le chemin le plus facile pour aller en Algérie avec lui. Et du coup, on était obligé de contourner vers la Niger. Là-bas, c'était encore le pire, compliqué. Et c'est des foyers, en fait, qu'on s'est retrouvés. Il y a même pas de maison. Du coup, le soleil qui tombe là-bas, c'est encore pire parce que le soleil qui tombe, ça tombe directement sur toi. Et la terre aussi qui réchauffe, ça monte encore. Tu es là, c'est comme si tu brûlais 2 fois. Et là, c'était de rester dans un endroit où il y a personne qui va venir, t'aider ou vous avez donné l'argent, il y a personne qui va venir vous dire: «C'est demain, vous voyagez» ou quoi. Mais mon oncle, c'était quelqu'un qui était tellement fort, peu importe qui tu es, en fait, il a le courage de venir en face de toi, de te parler. Du coup, il nous a fait sortir de là et on a fait ce départ. Et c'est là que j'ai commencé, en fait, à rencontrer des migrants, des familles, en fait, qui sortaient, même avec les petits-enfants. Et c'est là que j'ai compris que c'est pas l'affaire des jeunes, en fait, c'est sérieux. Il y a d'autres qui souffrent encore peut-être plus que moi. Et là, on a pris ce même pour aller en Algérie. Là-bas encore, c'était des marchés des jours et nuits dans le désert. Et c'est là que j'ai commencé à voir, en fait, les morts. Il y a des personnes qui sont mortes, ça fait des années, on ne voit que leur crâne, les os, et d'autres même, ça fait même pas quelques jours, ils sont même pas transformés, en fait. Il y a leur corps qui est là. Tu peux même reconnaître, cette personne si tu la connaissais. Et du coup, c'était de passer toutes ces personnes et avancer parce que tu as pas le choix. Et il y avait une famille qui avait perdu leur fille devant moi et le père, il avait tellement de l'amour, il voulait pas l'abandonner. Il l'y a porté pour qu'il puisse l'enterrer et faire ce genre de choses, mais il y a pas de temps. Et il a continué à avancer en laissant sa fille avec des larmes et tout, mais c'était obligé. Et arrivé en Algérie, il y avait les policiers qui rapatrient les gens et il y a des personnes au désert qui ont des prisons, qui même le pays, on ne les reconnaît pas. Donc, ça fait disparaître beaucoup de personnes. Et c'est là aussi, on a pris le chemin pour venir en Tunisie. Là encore, c'était quelque chose qui nous attendait parce que c'est que la souffrance, au début, tu connais quand ça commence, mais pour que ça finisse, ça, tu pas l'idée, en fait. Parce que du jour au lendemain, il faut t'attendre encore une autre étape que tu n'attendais pas ou tu n'as jamais vue. Du coup, encore, c'était de continuer. Là, arrivé à Tébessa, la seule chose qui m'a étonné vers cette frontière, c'est que j'ai vu quelque chose de miraculeux. En fait, déjà, de voir ton propre frère te prendre en esclave et que ses propres frères, on a traversé des chemins ensemble et de se dire que ce sont tes amis en fait. Et arrivé là-bas, il y avait déjà la police frontière tunisienne. C'est comme si en fait, c'est des pays qu'il y a un peu de choses entre eux en fait qui ne va pas. Quand vous rentrez, ils vous retournent et les Algériens aussi vous prennent, vous vous retournez derrière. Du coup, c'est comme si vous jonglez, un ballon, en fait.
Du coup, chacun reset de l'autre côté. Par fini, tu sais pas d'où tu pars. Et avec nos propres frères aussi, qui étaient là pour nous agresser et prendre ce qu'on a et même tuer, menacer des personnes. C'était encore le plus dur de se dire que l'ennemi, en fait, c'est ton propre. Il vient, en fait, en face de toi que tu n'attendais pas. Parce que en ce moment, nous, on se disait, on était unis, on était des amis. Mais on a vu nos ennemis. C'est pour ça, la plupart de considérer toujours que l'ennemi ne devient jamais un ami. Mais l'ami qui est à côté de toi, que tu te dis c'est ton ami, c'est que ça peut être ton ennemi. C'est pour ça, ce qui se transforme tout le temps, il est à côté de toi. C'est juste, il t'a pas montré, en fait, son vrai visage. Parce Parce qu'il que, avait besoin. voilà, c'était pas au moment de savoir qui il est ou qui il était, en fait. Parce qu'il camouflait cet endroit en lui. Du coup, c'est là où on a rencontré aussi César des difficultés. Et arrivé aussi en Tunisie, c'est comme si le pays était divisé pour nous en deux. Il y a une partie des paysans et il y a une partie pour les migrants, avec le problème des racistes. Du coup, là, tous les migrants vivaient comme brousse. En ville, il y avait que les paysans que toi, même si tu as envie de prendre quelque chose à manger, on te dit tu n'as pas le droit parce qu'on te demande, on te demande en fait quelque chose que tu n'as pas. Par exemple, tu pars acheter un pain, on te dit demande un passeport. Et pourtant, tu n'as pas de passeport. Et si tu as un passeport, on te dit bah, t'es venu, ta couleur de peau est noire. Donc, tu ne peux pas changer en fait tout ça pour avoir juste un pain. Il y a d'autres qui tombent malades et qui perdent leur vie même dans ces endroits et qu'on ne voit pas. Et il y avait aussi des bonnes personnes parce que partout, il y a des mauvaises grains et il y a des bonnes personnes, en fait. Ça, dans n'importe quelle tribu, il y a ça. Ça, on ne peut pas, en fait, se dire que c'est impossible qu'il y a des bonnes personnes ou des mauvais. Ça, tu vas les rencontrer à tout moment. Il faut s'attendre aussi à ça parce que c'est une réalité de vie et tu dois apprendre tous les jours. Et arriver là-bas aussi pour la traverser, c'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant parce que là, tu pars dans un endroit où tu ne vois que l'invisible, en fait. Parce que ceux qui vont t'aider à traverser, ils te vendent le rêve d'y arriver. Mais ce chemin de départ et l'arrivée, cet écart, on ne te parle pas de la réalité. Et de ça, à cette distance, tu te dis c'est facile parce qu'on te fait croire que tu vas y arriver directement. Il y a ça et ça, quand tu y arrives, il y a tout. Mais pour y arriver, c'est que c'est des sacrifices. C'est pas tout le monde qui arrive. Ouais, justement, tu me Ouais, parlais de ce trajet en bateau. exactement. Et Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, comment tu vois, toi, la Méditerranée, justement? pour moi, la Méditerranée, c'est comme une cimetière. C'est, tu vas voir quelque chose que tu n'as jamais vu, des corps qu'on n'enterre jamais. Et ces personnes ont toujours eu c'est que l'ambition ou d'avoir un objectif et de partir vers leur Seigneur avec le paix du cœur, en fait, d'être bien accueilli, enterré et tout, tu vois. Mais là-bas, il n'y a pas ça. Déjà, ceux qui te vendent ce rêve, ils te tuent avant même le départ. Parce que si vous devrez être dans un bateau de fer à 20 personnes, vous vous retrouvez à 60, le triple ou le double de ce qu'ils doivent mettre. Et ils vous mettent le moteur qui ne peut pas supporter cette charge, ou on vous donne de l'essence qui ne va pas suffire. Forcément, c'est qu'ils vous tuent sans que vous faites même le départ. Mais tu as déjà fait ce que tu as à faire entre vous. C'est soit tu acceptes, tu montes, ou soit tu perds tout. Donc, on te vend un rêve, au fait, que tu ne peux pas te dire non. Donc, tu es obligé d'aller. Du coup, il y a eu des naufrages devant moi et même nous, on avait fait le naufrage. Ton bateau a failli couler? Ouais, c'est là que j'ai perdu mon oncle. C'est quelque chose que j'ai jamais osé, au fait, dire parce que c'est une partie de moi qui est partie devant moi.
que j'ai pas pu même dire au revoir de tous les sacrifices qu'il a fait pour moi. Et même si au début je le prenais pas au sérieux, j'étais fâché contre lui et parce qu'il répondait pas, parce que j'avais tellement de questions qu'il y avait pas de réponse. Mais aujourd'hui, c'est qu'il il me donnait un message en fait déjà: «Tu vas trouver tes propres réponses». Parce que moi j'ai fait ce que j'ai à faire maintenant. Là où je suis, c'est à moi de savoir ce que je veux. C'est à moi de savoir si je veux prendre ça comme une force. Et là, le bateau était là tout d'un coup. Il y a tellement de monde et il y a des personnes qui ont commencé à discuter, à s'élever. Et bon, il y a eu l'eau qui commence à rentrer et les vagues commencent à taper un peu partout. Du coup, là, c'était quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer. Parce qu'on t'a vendu des rêves, tu ne vois pas cet inconvénient en fait de couler. Et tout d'un coup, moi, j'étais assis juste au bord et il y a un monsieur à côté de moi qui m'a poussé. Parce que c'est comme si lui, il a l'expérience déjà de savoir que quand le bateau coule, en fait, tout le monde se retrouve dans la mer. C'est là les gens s'entretuent. Et lui, il m'avait éloigné avant que ça arrive. C'est comme s'il se disait, bah, moi, je suis vieux parce que peut-être moi, j'ai pas un espoir de vivre 20 ans, 30 ans. Mais un jeune, peut-être, lui, il peut vivre. Lui, il a l'espoir de se dire, bah, je vais pas mourir demain ou aujourd'hui, mais je peux vivre 20 ans, 30 ans et tout ça. Tu as cet espoir en tant que jeune. Mais en tant que vieux, il se dit, bah, du jour au lendemain, moi, je peux partir. Donc, c'est comme si c'est cette idée qui lui est venue en tête de m'écarter de ces menaces. Et tout d'un coup, le bateau a basculé et tout le monde se retrouve dans la mer. Et ce qui était difficile, c'était encore plus sombre parce que c'était entre la nuit et l'aube. Du coup, c'est ce qui me vient en tête, en fait, de dire, quand tu arrives à surmonter, en fait, la nuit la plus sombre, c'est que forcément, tu vas voir le lever du soleil. Et c'est ce qui nous est arrivé. Du coup, en ce moment, on était juste dans la mer, j'entendais des cris que même aujourd'hui, j'arrive pas à les faire sortir dans ma tête, qui m'empêchaient beaucoup au début. Du coup, avec ça, j'ai eu des brûlures partout, mais ce monsieur, c'est plus qu'un intellectuel. Parce que de rester dans un endroit où tu n'as pas de gilet de sauvetage, qui arrive à tenir 2 heures, 3 heures du temps, moi, j'imaginais même pas cette vie. Et il me tenait comme ça et il reste en bas. Quand il a envie de respirer, il monte, il me fait descendre. C'est comme ça jusqu'à ce qu'on a vu se lever du soleil. C'est comme si tu dors, en fait, tout d'un coup, on te met la lumière sur tes yeux. Directement, tu te réveilles, en fait. C'est comme ça on a vu ce jour-là. Et ils sont venus nous sauver parce que c'était tellement noir qu'on ne peut pas savoir qu'il y a des personnes qui sont en danger. Et du coup, on a été sauvés et amenés à Lampedusa. J'ai essayé maintenant de chercher mon oncle et tout, mais ils ont dit ceux qui sont dans ce bateau, c'est ceux qui ont survécu. Mais ceux qui sont pas là, c'est qui ont coulé. Et moi, j'étais là, je savais même pas quoi dire ou quoi faire parce que même si c'est de pleurer, ça peut pas en fait remplacer tout ça. C'était un moment, je peux dire, tragique en fait, qu'on peut jamais imaginer et qu'on peut jamais oublier. Donc c'est comme ça, je suis arrivé à Lampedusa et après là, il y a des organisations, ils nous ont aidés à quitter aussi là-bas pour venir. Il y a des bateaux qui viennent vous chercher et on est venu directement dans dans l'île de Sicile. Et c'est là-bas, moi, j'ai mis 2 mois dans ce foyer. Justement, quand tu es arrivée là-bas, tu as senti, un soulagement ou au contraire, tu as réalisé tout ce que tu avais entre guillemets «perdu» sur, le trajet? Est-ce que tu étais plutôt joyeux d'être enfin arrivé ou pas? Dans ma tête, c'était le cas. Une partie de moi, on peut dire. Parce que ce qu'on m'avait déjà vendu,
Et ce que j'avais déjà vu, c'était pas la même chose. Mmh. Et déjà, ce qu'on m'a vendu et avec les personnes à qui j'étais ensemble, déjà de ne pas retrouver toutes ces personnes et d'aller voir ce qu'on m'a dit, tout, d'arriver là-bas, ça serait facile, ça serait comme si en fait on te donnait le paradis, ce qu'on te dit en fait. Et j'arrive, je vois que c'était quelque chose qui était encore le pire. C'était ça le plus étonnant. On te parle en fait des droits et tout. Quand tu arrives, c'est ça et ça. Mais tu arrives maintenant, tu vois la réalité. Tu te dis, bah, j'ai juste eu la chance de survivre. Mais le reste, tu n'as pas de contrôle sur tout ça. Et moi, comme c'était tellement un moment qui a été fort, j'ai pas senti avec ce brûlure que j'ai eu sur la Méditerranée. Parce que quand la mer salée avec l'essence, ça se mélange, ça brûle. Du coup, c'est ce qui tue en fait beaucoup de personnes et c'est rapide. Parce que quand tu avales cette eau, ça démange même l'intestin en fait. Et les gens qui s'entretuent parce qu'ils ont peur de ne pas couler et pourtant ils ne savent pas nager, il y a d'autres qui peuvent nager, ils attrapent son prochain, Il ils coulent s'accroche. avec lui et tellement il a peur. Parce qu'on ne parle pas de la force en fait dans la Méditerranée. Tout le monde, quand tu es à l'intérieur en fait, tu es juste léger. C'est pour ça qu'on parle d'être dur. Dans ces moments difficiles, il faut être dur, être comme ça et comme ça. Ça n'a rien à voir. Moi, j'ai juste compris que c'est d'être souple. Parce qu'une montagne est dure, c'est vrai. Mais est-ce qu'on peut dire, ouais, la montagne, la seule chose qui peut l'écraser, c'est l'eau. Et pourtant, l'eau est souple. Du coup, moi, j'ai préféré d'être souple à ne pas prendre une mentalité déjà être dur. Parce que quand tu sois dur, en fait, c'est facile d'être écrasé. Donc, c'est là que j'ai compris cette réalité. Et arrivé maintenant à Sicile, avec ces brûlures, j'ai commencé à sentir que tout le corps était brûlé. Et de voir aussi mes pieds qui étaient enflés parce qu'il y avait le bateau qui est tombé sur mon pied, tout ça. Avec de la manière dont on vous classe, c'est comme des sardines, tu n'arrives même pas à bouger. Des heures et des heures, tu es assis et on m'a même pas amené à l'hôpital et tout. Donc, et avec ça, la même nourriture qu'on mangeait, en fait, tant que ça finissait pas, tu es obligé de le manger parce qu'on ne te donne pas une autre nourriture sans que ça finisse. Et on nous faisait des prises de sang que nous-mêmes, on ne savait pas pourquoi. Mais tu es obligé. Et ton corps est faible, par fini, tu n'arrives même pas à marcher bien. Et avec ces prises de sang, au moins, on te donne des bonnes qualités de nourriture qui te maintient en forme, mais c'était impossible. Et moi, j'étais là 2 mois, je voyais les jeunes partir. Bah, moi, je pars en France parce que j'ai des parents, ils m'envoient de l'argent et tout ça. Et moi, j'étais dans un endroit où il n'y avait pas tout ça. Et il n'y avait personne à qui je vais faire en face pour lui dire ce que j'ai ressenti. Et la personne qui m'a aidé à être là, il n'est plus là. Donc, je me retrouve encore toute seule à affronter cette partie encore plus dure. Du coup, j'ai essayé de fuir le foyer, de sauter ce mur qui était sécurisé, comme tous les autres jeunes le faisaient, pour venir dans une ville qui s'appelle Palerme, qui était juste à côté. Et là, on pourrait prendre le train pour aller dans les autres villes. Parce que nous, on était à côté de la Méditerranée encore. Ouais, c'est encore une Donc, île. on parlait de l'Europe, mais nous, on était aussi sur les côtés, tu vois. Donc, après là-bas, j'ai fui ce foyer. Des jours, j'étais dehors. Depuis que je suis quitté, en fait, dans ce foyer, j'ai pas mangé. Et j'ai rencontré là une dame française et elle m'a parlé. Des jours, j'ai pas mangé et je lui ai vu. Elle m'a parlé en italien, en anglais, je comprenais rien parce que dans ma tête, ça n'allait pas. Et je lui ai répondu en français et c'est là, elle a compris que ouais, je parle français. Elle m'a dit, bah, moi, je suis française. Et c'est comme ça, elle m'a aidé. Elle m'a acheté à manger
Elle m'a donné de l'argent, c'est là que j'ai acheté mon billet pour venir, à Milan et c'est que c'était, un départ qui, je savais pas si ça va être facile, mais j'avais de l'espoir. Parce que lorsqu'elle m'a demandé si j'ai de la famille, je lui ai dit: «Non». Après elle me dit: «OK, bah, si tu arrives là-bas, tu n'arrives pas à trouver, ou être, dans les bonnes conditions, bah, moi je peux t'aider comme ça, comme ça». Du coup, c'est là, je suis arrivé, à Sicile, à Milan. Après, j'ai pris aussi le train pour venir en France. C'est là, j'ai été aussi pris dans les bonnes conditions et de là, je suis arrivé à Toulon. Et ben, c'est un sacré parcours pour Ouais, arriver jusqu'à nous. Malgré toutes ces difficultés auxquelles tu as fait face, malgré tout ça, tu gardes un profond attachement à ton pays et à ta famille. On le voit d'ailleurs comme, tu parles de ta maman. Et tu as choisi de venir avec un tableau. On s'est préparé, je t'ai demandé, quel tableau tu veux et tu m'as dit tout naturellement celui de ma maman. ouais. Il est juste là d'ailleurs. Est-ce que du coup tu peux nous parler un peu de ce que tu as voulu, faire sur ce tableau? Ce tableau, c'est que ça représente, la personne qui est là devant vous. C'est vrai, on ne peut pas la voir, mais moi, je me dis aujourd'hui, c'est moi, en fait, son miroir, en fait. En me voyant, et que moi, je sais, c'est elle, on voit. Moi, je suis juste, la personne présente, en fait. Mais si je suis là, c'est que c'est elle. Donc c'est pour ça, j'ai tellement de compassion, de l'amour, en fait, pour cette personne. Je me suis dit de faire son portrait. Si j'arrivais, en fait, à faire, à essayer de la donner une beauté que je ne peux pas créer ou j'ai pas créé, parce que c'est déjà elle qui m'a rendu beau et qui m'a rendu, en fait, souple, mais pas solide, de surmonter tout ça. C'est comme si, en fait, je lui manquais du respect, en fait. C'est pour ça que je me suis tellement attaché à faire, bien le portrait, mais à respecter sa beauté. Sa beauté, elle est naturelle et ça reste à elle toute seule. Elle a aidé à me développer, à faire tout, mais pas, en fait, que moi je peux faire, ce qu'elle a fait pour moi parce que c'est irremplaçable. Ouais, C'est du coup pour ça que tu as pas mis de couleur sur son visage? ouais, j'ai cet intime de respect pour elle. Et du coup, à quel moment tu t'es dit: «Tiens, je vais prendre, un papier, un crayon et je vais commencer à dessiner, je vais commencer à peindre»? À quel moment tu as eu cette envie? Bah, moi, l'art, c'est quelque chose que j'ai jamais eu, l'intention de faire ni appris à faire. Parce que chez moi, en fait, l'art, c'est comme si, c'était quelque chose de luxe. Parce qu'en parlant de l'art, dans un endroit où tu es ton propre art pour se faire à manger ou à chercher, c'est ça, moi, je connaissais de l'art, de travailler avec les mains. Mais je me suis retrouvé là, au début, c'était pas facile. Moi, j'arrivais même pas à sortir de ma chambre ou aller à l'école ou être avec des amis. J'étais toute seule, toujours dans la solitude. Et je voyais un psychologue et tout. Mais je me suis dit à un certain moment de faire en face de la réalité, de ne pas juste faire, me donner des excuses, en fait, de dire, bah, comme j'ai souffert ça et ça, bah, je reste là tranquille et penser à moi. Mais moi, la seule chose qui m'a donné, en fait, la force de faire ça, c'est de se dire, moi qui n'avais pas de qualité entre mes amis qui étaient faibles, en fait, de s'exprimer d'une manière à montrer, en fait, qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à s'exprimer. Et toi, tu peux t'exprimer à leur place en créant des choses qui peuvent te soigner parce que l'art, c'est quelque chose qui soigne. Et moi, ça m'a aidé. C'est vrai, j'ai rencontré des personnes qui m'ont aidé à se développer mentalement, psychologiquement et tout, mais d'une partie, je me suis aidé à savoir la réalité de ce que j'avais en moi. Les cauchemars que je voyais et tout, qui m'empêchaient de dormir et d'être avec des personnes et tout. C'est ça qui m'a permis d'affronter ces cauchemars, ces images que j'arrivais pas à sortir dans ma tête, que les mots étaient tellement tout petits
pour exprimer cet sentiment. C'est comme ça que j'ai commencé à faire de l'art. C'est quelque chose que j'avais jamais appris. Tu Du avais coup, besoin de quelque chose de nouveau pour pouvoir exact. exprimer Ouais, ce que tu vivais. ouais. Et c'est pas seulement quelque chose de personnel, mais je me disais, il y a d'autres personnes qui viennent ici avec des difficultés, qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer, même à raconter leur histoire. Et juste en voyant de l'art, ils peuvent se retrouver dans cette histoire. Pas seulement quelqu'un qui est migrant ou pas. Tout le monde peut se voir. Dès que tu vois déjà, tu peux comprendre sans qu'on t'explique. Donc c'est pour valoriser aussi des personnes qui souffrent en silence, de représenter au fait, d'être une source de lumière en fait pour ces genres de personnes. Parce que c'est vraiment dur de se retrouver dans un endroit où tu ne peux pas t'exprimer toi-même et dire tes propres sentiments. C'est ce qui m'a aidé en fait à faire ça, mais rien d'expérience professionnelle ou ni rien, ouais. Alors maintenant que tu es en France et que tu as pu, t'exprimer à travers tes œuvres, tu as réussi à trouver une certaine stabilité, mais tu partages ton quotidien avec beaucoup d'activités. Tu joues au football, tu vas à l'école comme tous les garçons de ton âge, mais aussi tu as créé ta marque de vêtements comme on Ouais. disait, tu peins. Finalement, à quoi ressemble ta journée, type au quotidien? Ah, c'est trop. Ce que je fais pendant une seule journée, si même moi, en fait, c'est comme si j'arrive pas, en fait, à savoir que j'ai toute cette énergie. Mais c'est juste ma force, c'est que je sais quand d'ici, je suis là, en fait, pas seulement personnel, pas pour moi, mais d'autres personnes. Parce que je sais mon chemin a été long. Du coup, cette durée, c'est vrai, ça peut être pas long pour d'autres qui peuvent écouter, en fait, pour te comprendre. Mais pour moi, il y a tellement eu de sacrifices des personnes que j'ai perdues. Et je me dis, toutes ces personnes, c'est qu'ils ont contribué pour que je puisse être là. Donc, il ne faut pas que je travaille seulement pour moi et de travailler aussi pour ces personnes. D'être la lumière, mais moi, je sais, la lumière, c'est pas moi. C'est ces personnes que j'ai perdues qui vont toujours rester dans ma vie. Donc, le plus important de moi, c'était ça. Moi, dès que je me réveille, il y a le sport qui existe là pour me faire oublier au fait d'autres choses, à part l'art, qui m'a sauvé lorsque j'étais par terre. Lorsque j'ai été tiré dessus, ça m'a permis de me lever et de courir, de savoir que si je ne cours pas derrière mes ambitions, personne ne va le faire. Donc, ça, c'est une vie qui est dans le sang. Et je fais aussi les dessins d'art parce qu'il y a un moment que je fais le sport personnel, il y a le sport dans l'équipe. Et le sport dans l'équipe, c'est vers le soir. La journée, j'arrive à équilibrer, à faire de l'art, des arts de 10 heures à midi. Et cet art que je fais, je le transforme à l'écrit jusqu'à 15 heures 16 heures pour libérer ce qui a tendu au fait les nerfs de ces réflexions pour faire de l'art. Et le soir, pour oublier tout ça, bah, je pars, je fais du foot dans le club pour oublier au fait de savoir qu'il y a une autre vie qu'on peut partager déjà avec des personnes intimes, au fait, de te faire oublier, de ne pas seulement penser que la vie tourne autour de toi. Parce que c'est impossible. Il y a d'autres personnes qui sont importantes plus que ce que tu peux faire. Du coup, j'arrive à entreprendre en même temps la soirée sur ce projet de marque de vêtements que je porte là, de savoir que j'ai eu des personnes qui se sont retrouvées dans un endroit où l'habillement était impossible. Donc, il y a toutes ces personnes qui ont contribué pour moi. Et c'est pour ça que j'ai eu cette idée pour mettre ce projet en place. Et avec l'écriture de cette histoire, parce que dès que possible, il y a un livre qui est en cours, que j'écris actuellement sur mon histoire et sur plein de choses que j'ai vues sur le chemin et des personnes qui m'ont accueilli, entouré et aidé à me développer. En fait, à savoir que tout est possible. Du coup, je fais tout ça pendant une seule journée. Et il y a l'école qui est là.
qui est aussi une priorité que je ne vais pas lâcher. Parce qu'au début, il y a quelque chose qu'on m'a dit, que l'éducation scolaire, c'était impossible en fait pour des personnes comme moi. Et être là, en fait, je peux les montrer que la tête qui portait un plateau, il y avait déjà un cerveau que personne ne connaissait, que cette même tête peut réfléchir, en fait, pour travailler sur un papier. Et ce même papier, pour le développer en projet, parce qu'il y a un autre projet d'aide humanitaire sur, que j'ai à côté. Mais c'est juste au début, j'ai travaillé partout, sur tous les projets. Mais aujourd'hui, j'ai eu l'expérience, en fait, de me mettre des étapes pour avancer lentement, mais sûrement. Du coup, c'est comme ça aujourd'hui, j'arrive à travailler moins, mais en avançant quand même avec facilité. Ouais. Et du coup, quel serait ton plus grand rêve là, à l'heure actuelle? Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter, pour finir ce podcast? Bah, le rêve que j'ai actuellement, c'est d'être la lumière des personnes qui sont dans l'ombre, qui n'arrivent pas en fait à s'en sortir parce qu'ils sont déjà en fait au profond de la mer qui se noient. Mais pour se noyer, c'est pas forcément dans la mer, il y a la souffrance. Du coup, aujourd'hui, moi, je peux être la lumière de ces personnes, de faire comprendre aux gens qui parlent en fait des arts, que ce soit pour les migrants ou des personnes, la plupart de ceux qui parlent, c'est qu'ils ne savent rien. Et ceux qui savent ne disent rien. Et moi, aujourd'hui, je me suis dit, ma priorité, c'est quoi? Bah, c'est de les montrer que la réalité, d'avoir ce parcours, de les respecter et de respecter la valeur de tout le monde. Parce que l'être humain, tout, n'importe laquelle, qu'il soit blanc ou noir, gris ou jaune, d'où il vient en fait, il a une valeur d'être respecté, que ça soit reconnu ou pas. Mais il existe quand même cette personne à une limite qu'on le respecte. Alors aujourd'hui, moi, je suis là pour représenter toutes ces genres de personnes, qu'ils soient handicapés ou pas, n'importe laquelle, et de les faire comprendre à ces personnes que je vais représenter, peu importe d'où l'on vient, peu importe l'histoire qu'on a en nous, la souffrance, d'où on veut aller, où on ne trouve pas ses chemins, il y a toujours l'espoir et on peut y arriver. C'est juste de croire en soi. Et même si le monde entier t'abandonne, ce qui est plus important, c'est si toi, tu t'es pas abandonné toute seule. Parce que si tout le monde t'abandonne, tu te consacres que sur toi, forcément, ces gens-là, ils vont s'intéresser à toi. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas te détruire avec leur silence. Mais toi, tu veux les surmonter à les montrer que la réalité ne se cache pas seulement sur leur silence, mais en avançant avec tes pas. De savoir déjà l'arbre en brousse, en fait, il pousse sans bruit. Et quand toi aussi, on te donne une silence, respecte la nature, comme la nature le fasse, il le fait de la même manière, en fait. Tu avances doucement, quand ça va arriver, personne ne peut l'arrêter. Et ben, en tout cas, ce qu'on retiendra de ton histoire, je pense, c'est beaucoup de résilience, d'honnêteté aussi et beaucoup de courage surtout. Et je pense qu'on est tous d'accord pour te souhaiter, le meilleur pour la suite et qu'on a hâte finalement de voir ton livre, aussi, sortir. Écoute, je te remercie. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Ok, merci à vous aussi. De savoir déjà la résilience, ça, chaque personne doit l'accepter et d'essayer de vivre avec ça. Parce que c'est vrai, tu peux souffrir au début, mais de savoir que la souffrance que moi j'ai endossée, toi aussi, tu as ta propre souffrance que tu le vis au fait à ta propre manière pour t'en sortir. Donc, ça ne veut pas dire cette histoire est plus valérée que l'histoire de l'autre ou est plus dure que l'autre, mais chacun a sa propre histoire
et c'est chacun sait comment il surmonte sa propre histoire. Donc ça, on ne peut pas en fait, nier l'histoire de l'autre. Il faut juste accepter et que cette même personne valorise ce qu'il a en lui, que c'est important. Ouais. Je pense qu'on peut rajouter l'humilité. Merci beaucoup pour tout ça. OK.